Bonne fin d'après-midi tout le monde, bienvenue à TVC l'été. Cette semaine, pour les actualités, nous sommes allés voir Jonathan Couturier qui nous a présenté son nouveau restaurant qu'il a ouvert dans ses chalets condos à Valbriand. Par la suite, nous avons aussi parlé avec André Aymon, ancien journaliste qui avait couvert la tragédie du déluge du Saguenay. Pour notre traditionnelle guerre des poutres, nous sommes allés à la cantine Rendez-vous Ouellette à Sébec. Nous avons fait un débat sur les Jeux olympiques avec Isabelle Paquin et Patrick Gontier. Nous avons fait une entrevue avec le couple Pascal Bérubé et Annie-Soleil Proto. Et pour quoi faire en fin de semaine, nous sommes allés au ranch d'Amélie pour faire de l'équitation. Oui, puis on commence maintenant avec nos actualités matapédiennes. Bonne émission tout le monde! Bienvenue à vos actualités matapédiennes pour la semaine du 26 au 30 juillet. Pour la COVID, le 6 du Bas-Saint-Laurent annonce le passage du Vaxi Express à l'Agora Lyon du parc Pierre-et-Maurice Gagné d'Amqui le samedi 31 juillet entre 15h et 21h. C'est le vaccin Moderna qui sera donné en première ou en deuxième dose. Les Américains et les résidents permanents américains qui sont pleinement vaccinés et qui désirent venir au Canada pour un motif de vacances ou tout autre motif non essentiel pourront désormais venir à compter du 9 août. Cet assouplissement sera étendu aux habitants d'autres pays le 7 septembre. Dès le 1er août, il y aura une augmentation de la capacité d'accueil lors d'événements durant lesquels les personnes demeurent assises à des places déterminées. Pour les événements extérieurs, ce sera un nombre de 500 personnes qui sera permis et intérieur 250 personnes. Il y aura aussi une augmentation de la capacité d'accueil dans les grandes salles et lors des festivals. Pour les festivals extérieurs, c'est un nombre de 15 000 personnes qui sera accepté et pour les grandes salles intérieures, un nombre de 7 500 personnes. Allongement aussi des heures de service d'alcool dans les bars et les microbrasseries. Ils auront maintenant le droit de servir de l'alcool jusqu'à 1h du matin et de fermer à 2h. Pour la politique, Éric Barnabé a annoncé sur son compte Twitter qu'il a été élu candidat pour le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier dans la circonscription d'Avignon Métis-Matane-Matapédia à la prochaine élection fédérale. On se rappelle que lors de l'élection générale en 2019, M. Barnabé n'avait obtenu que 210 votes, alors que Christina Michaud, qui avait remporté les élections, avait obtenu 18 500 votes. Pour communauté, originaire de Sainte-Luce, Maud Charon est devenue championne olympique mardi dernier. Elle a remporté une médaille d'or en haltérophilie chez les moins de 64 kg. C'était sa première présence aux Jeux pour la Canadienne, puis elle a soulevé un cumulatif de 236 kg avec des performances de 105 kg à l'arraché et de 131 à l'épaule jetée. Maud Charon qui s'est notamment entraînée dans le garage de ses parents dû à la pandémie. Loisirs et culture, ce vendredi 30 juillet, voyez Sylvie Galland à 19h à la Maison de la Culture à Sébec. Par la suite, il y aura un spectacle gratuit aussi à l'Agora Lyon au parc Pierre-et-Maurice Gagné le 31 juillet et le 1er août, en collaboration avec Diffusion Mordicus et la ville d'Amqui qui vous offre 2 spectacles cette fin de semaine. Le samedi 31 juillet à 19h, voyez Électro-Sorcier et dimanche le 1er août, voyez Ariane Roy. En cas de pluie, les spectacles auront lieu à la salle Jean Cossette. Une nouvelle activité aussi à Sébec, le cinéma matin ce vendredi 30 juillet à 10h présente le film Aujourd'hui, c'est oui, une version française de Yes Day. Pendant toute la journée, les enfants pourront faire ce qu'ils désirent. Il y aura la présentation du film pour toutes les familles sur un écran de 75 pouces. Les places sont limitées et les mesures sanitaires seront respectées. C'est à la gare patrimoniale Maison de la Culture de Sébec. C'était vos actualités matapédiennes. Présentement avec Jonathan Couturier, un des actionnaires du nouveau restaurant Vallée-Boc qui se situe sur le site des chalets du lac Matapédia à Valbriand. Bonjour Jonathan, merci de venir à l'émission. Peux-tu me parler un peu de ce nouveau restaurant C'est ça, de la vallée? exactement. On a ouvert un restaurant le 16 juillet dernier, ici situé sur les chalets du lac Matapédia, effectivement, là, sur le site.
C'est un restaurant dans lequel on veut travailler beaucoup les bières de microbrasserie, les sangrias vraiment beaucoup, les gins québécois qui sont vraiment en effervescence, qu'on a mis vraiment l'accent là-dessus. Fait que les gens apprécient pour l'instant. On a vraiment une belle terrasse, les gens profitent du site, profitent de la vue sur le lac. Puis l'après-midi, c'est le fun. Les enfants peuvent se baigner, puis les parents prennent un drink ou mangent une bouchée. Puis on travaille vraiment à ce niveau-là. Effectivement, on est 6 actionnaires, comme on a dit. Fait qu'il y a Kim Chanel, le propriétaire du gym Art Fitness, qui est avec nous. Il y a Lydiane Damo, ma conjointe, qui est dans le projet. Charlie Fournier, qui est un entrepreneur aussi dans Forestier, qui est avec moi. Avec nous, en fait. Francis Ouellette, qui est entrepreneur général, puis on a Jonathan Girard, c'est lui qui s'occupe vraiment de l'aspect cuisine. Fait que on fait des repas vraiment maison. Fait que c'est ce qui est apprécié par les clients là, qui viennent nous visiter. Justement, tu en as parlé un peu. Peux-tu me parler du menu de ce que vous proposez au restaurant? Oui, un menu vraiment qui ressemble bistrot pub, en fait. Là, on évoque des classiques, là, fish and chips, nachos, bord de tonnet de fromage, on a des mac and cheese, on revisite vraiment les choses habituelles, là, les burgers, mais maison encore là. Fait qu'on travaille vraiment avec les entreprises du coin pour travailler le plus local possible. Fait que ça, c'est quelque chose d'autre qui est apprécié par les clients puis qu'on veut mettre de l'avant dans notre restaurant. Puis, cet été, dans la vallée, on parle beaucoup d'un manque de main-d'œuvre un peu partout. Vous ouvrez un nouveau restaurant. Comment ça s'est passé de trouver des employés? On a vraiment travaillé fort pour trouver des employés. Ce qui était le fun, c'est qu'on a travaillé différemment. Au lieu d'offrir des temps pleins, on est allé voir des gens qui ont déjà travaillé dans la restauration, qui ne travaillaient plus nécessairement dans la restauration, ou qui le font encore, mais qui voulaient combler leurs horaires. Fait que c'est vraiment la manière qu'on a approché. Fait qu'on a des serveuses et des serveurs qui sont vraiment sporadiques, donc une journée semaine ou 2 journées semaine, tout dépendait de leur disponibilité. Ça nous a permis d'avoir une bonne main-d'œuvre au niveau du service à la clientèle. Et les cuisiniers, bien, justement, on a un actionnaire qui est là, mais on a une cuisinière aussi qui est là pour nous épauler, une cuisinière d'expérience qui est là pour nous épauler dans ce projet-là. Fait qu'on se sent vraiment bien outillé pour réussir à passer au travers de cet été-là. Puis présentement, pour vrai, ça va numéro 1. Fait qu'on est vraiment content de ce succès-là. Bien, tant mieux, tant mieux. Puis sur le site, il n'y a pas que le restaurant. Non, il y a aussi il y a plusieurs chalets. Peux-tu me parler un peu des chalets, comment on fait pour réserver, l'achalandage? Oui, exact. Dans le fond, les chalets, c'est pas le restaurant Valley-Bas qui s'en occupe, c'est vraiment Lydiane puis moi qui est propriétaire des chalets. Fait qu'on a une dizaine de chalets, là, 11 chalets plus précisément. On a des chambres aussi pour les travailleurs là, dans notre auberge. Puis on a une piscine, justement, comme on dit. Fait que on essaie vraiment de dynamiser le lieu en attrayant des touristes sur notre site qui vont venir manger au restaurant après. Après ça, les chalets sont loués pour tout l'été. On a vraiment un bel achalandage cette année. On est vraiment content de tout ça. Puis, si vous voulez réserver, bien sûr, nous appeler au 418-631-4767. Fait que les gens peuvent m'appeler directement ou aller sur notre site web chaletdulacmatapédia.com puis faire une réservation en ligne. Donc, dernière question, c'est quoi vos heures d'ouverture? Oui, on est ouvert du jeudi au dimanche de 3h à minuit, sauf le dimanche qu'on est ouvert de 3h à 8h. Fait que c'est ça notre horaire de restaurant. Puis on veut vraiment le dire, on est festif, fait qu'on veut que les gens viennent prendre soit un verre, soit manger. Mais tout le monde est les bienvenus, puis on veut que ça perdure dans le temps. Bien, parfait. Alors, Valley-Bas, un restaurant à surveiller dans la vallée de la Matapédia, situé à Valbriand. Merci beaucoup, Jonathan, d'être venu à l'émission. Il y a 25 ans, du 19 au 21 juillet 1996, avait lieu une grave tragédie au Saguenay, nommée le déluge du Saguenay. 25 ans plus tard, des gens remémorent cet événement. Je suis présentement avec André Aymon, qui était journaliste à l'époque et qui était sur place. Bonjour André, merci beaucoup de venir à l'émission. Bonjour, ça me fait plaisir. Donc, je commencerai avec une question quand même assez large. Comment avez-vous vécu ce drame? Ah, ben écoute, à l'époque, d'abord, moi, je travaillais pour Radio Saguenay, qui avait les licences de diffusion qui étaient affiliées à Radio-Canada et à TQS à l'époque, qui est nouveau aujourd'hui. Moi, j'étais reporter, donc, pour les antennes. Et puis, la veille, le 19 juillet, il pleuvait énormément et on était en équipe dans une cage au sport pour l'ouverture des Jeux olympiques qui était diffusée à Radio-Canada, évidemment. Et il pleuvait abondamment dès ce moment-là. Alors,
plus que la normale. Mais le 20 juillet au matin, moi, j'habitais à Chicoutimi, mais en direction de Ville-de-la-Baie. Et le responsable de l'information, le directeur de l'information, m'appelle chez moi très tôt le matin, vers 6h15. André, un glissement de terrain à Ville-de-la-Baie. Les villes n'étaient pas fusionnées à ce moment-là. Il y a deux jeunes enfants qui sont pris sous ça d'une maison. Il y a un cinéaste qui va passer te prendre de chez toi. Rends-toi là-bas, t'en as pour à peu près 2 heures. J'ai été 22 ou 23 jours sur le terrain à travailler sur les 2 pieds dans l'eau, c'est le cas de le dire. Là. Donc oui, donc vous avez passé, comme vous venez de le dire, 23 jours. Oui, à peu près. Comment ça s'est fait, cette couverture d'événements-là? Est-ce que c'était de divulguer seulement des faits ou vous êtes allé parler à des gens? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 23 jours? Ben, le premier matin, évidemment, c'était de constater le début de l'ampleur des dégâts où j'étais à Ville-de-la-Baie, qui a été très affecté. Aujourd'hui, le secteur en question a été reconstruit, évidemment. C'est un lieu touristique très important, comme la petite Maison-Blanche à Chicoutimi. Et nous, on n'était pas... C'était le début, évidemment, de la téléphonie cellulaire. Et on a commencé à voir, mon cinéaste et moi, on était au 2e étage d'une maison à un moment donné. L'eau de la rivière des AA dévalait à toute vitesse. On a vu commencer à descendre des roulottes, des automobiles dans la rivière, commencer à voir des maisons se défaire tranquillement. Sans savoir ce qui se passait à Chicoutimi, ni à Jonquière, ni au Lac-Saint-Jean. Nous, on était concentrés sur ce qu'on avait à faire le premier matin, évidemment. Moi, j'étais allé porter des premières images parce qu'on n'avait pas de camions satellites. C'était l'arrivée des camions satellites, on y reviendra tantôt. Donc, moi, je suis allé porter les premières images à la base militaire de Bagotville où un collègue est venu les chercher pour amener à la station de télévision qui était située à Jonquière pour présenter les premières images et je transmettais les informations par téléphone cellulaire, évidemment, pour ce premier matin-là, sans savoir ce qui se passait dans les autres municipalités. Ça a été jusqu'à 20h, 21h le soir, avant de retourner chez moi à Chicoutimi. Et le lendemain, le 20 juillet, là, je commençais à survoler en hélicoptère avec l'armée à peu près tous les secteurs touchés. Et je survolais à un moment donné dans le secteur où on était la veille, et j'ai dit au cinéaste, j'ai dit, garde la maison où on était hier après-midi, elle vient de elle est disparue, elle n'est plus là. Alors, c'était comme ça pendant 22 ou 23 jours là, à couvrir les événements. Et principalement, et on a eu l'aide, nous, dans ce cas-là, parce que Louis Lemieux de RDI était en vacances au Saguenay. Et lui, il a fait venir un camion satellite de Montréal. C'était le début des camions satellites. Et on a eu le droit d'utiliser les images prises par Radio-Canada également pour diffuser localement, grâce à cette affiliation-là. Et j'ai travaillé avec M. Lemieux à Bagotville pendant 2 jours à peu près là, à l'aider à scanner des informations à droite et à gauche pour présenter à la télévision nationale. Mais j'ai travaillé sur le dossier pendant 22 ou 23 jours. Et là, ça fait 25 ans, cette année, ce mois-ci, 25 ans plus tard, quand on vous reparle de cet événement, qu'est-ce qui vous marque encore? Qu'est-ce qui vous touche encore? La première chose qui vous vient à l'esprit, c'est quoi? Bien, c'est l'ampleur du dégât. Moi, j'ai eu... D'abord, en termes journalistiques, c'est plate à dire, là, mais c'est probablement mon plus beau trip de journaliste, de reporter télévisé. Parce que pendant 22 ou 23 jours que tu travailles sur le même dossier, j'ai eu une conférence de presse à une église pas très loin de la Maison-Blanche avec le premier ministre Bouchard à l'époque. 2 ou 3 jours après la catastrophe comme telle. On voyait encore l'eau couler dans la petite maison. Pardon. Et c'était, évidemment, d'abord, moi, j'étais là le matin de bonne heure, évidemment, avec d'autres collègues de TVA, de la Radio-Canada, des radios privées, du journal local.
Évidemment, à voir l'ampleur de l'événement, les 2 petits-enfants qui étaient décédés ce matin-là, le premier matin, c'était évidemment quelque chose dont on ne peut pas ne pas se souvenir, c'est certain. Et 25 ans plus tard, regarde, on en parle encore, ça fait que c'est assez exceptionnel. C'est la plus grosse catastrophe naturelle qui est arrivée au Québec. Et 6 mois plus tard, il est arrivé la crise du verglas en Montérégie. Ça fait que dans la même année... Ça fait une grosse année. Ça fait une grosse année. Mais ça, la catastrophe du Saguenay, le déluge du Saguenay, c'est probablement la plus grosse catastrophe que le Québec a vécue. Ouais. On en parle encore. Regarde, Michael Lancette, l'ancien journaliste sportif de TVA de Salut Bonjour, sort un livre, je pense, cette semaine. Il était enfant à ce moment-là. Et il est allé glaner des informations chez les survivants de la catastrophe. J'ai hâte de le lire, le livre. Puis il y a Michel Barrette qui a produit un documentaire qui a été présenté en fin de semaine passée. Alors, on en parle encore. Moi, ça me fait plaisir, évidemment, d'en parler à la population matapédienne. C'est pas pour rien que j'ai choisi cet endroit-là pour faire l'entrevue, évidemment. Puis, pour finir, quand on se documente sur cette tragédie, on peut rapidement s'apercevoir qu'il est important d'en garder un espèce de devoir de mémoire, c'est-à-dire d'avoir des souvenirs de cet événement tragique et surtout des victimes. Ma question, comment le Saguenay, qui a vécu ça, a fait pour se le remémorer malgré tout? Parce que c'est important de le garder en mémoire. Bien, il y a eu dans les mois qui ont suivi une grande mobilisation citoyenne pour venir en aide aux sinistrés, sous l'initiative de Michel Barrette, d'ailleurs, l'humoriste. Un grand spectacle dans les mois qui ont suivi pour amasser des fonds pour venir en aide aux sinistrés. Et évidemment, toute la population saguenayenne et toute la population du Québec se souvient grandement de ces événements-là, qui étaient vraiment tragiques, extrêmement tragiques. Tous les journalistes et reporters et animateurs qui ont travaillé sur cet événement-là s'en souviennent très bien. Je parle régulièrement des gens. Moi, j'ai des souvenirs, j'ai des archives dans mon ordinateur de certains de mes reportages que j'ai regardés d'ailleurs dernièrement. Oui, parce que... Mais ça marque. Alors, je vous ai amené ici parce que pour vous montrer l'ampleur, en 2017, ici, il y a eu une crue des eaux. Ça fait pas tellement longtemps, les gens s'en souviennent. Une crue des eaux soudaine, la rivière Amqui est sortie de son lit. Et le centre-ville d'Amqui a été affecté. Je me souviens que la Caisse populaire avait été inondée au sous-sol. Ça a pris des jours et des jours avec des pompes pour sortir l'eau. Le centre-ville était sale à cause de cette crue des eaux soudaines. Le rang Saint-Jean-Baptiste était sous haute surveillance par la sécurité publique. Mais je vous amenais ici pour vous montrer, s'il y avait eu, si les dieux s'étaient déchaînés, s'il y avait eu des barrages, des retenues d'eau au lac Metapédia et au lac Amqui, lors de cette crue des eaux-là, bien, il aurait pu arriver la même catastrophe. Et le pont qu'on est ici et l'autre pont qui enjambe la rivière près du cinéma Figaro aurait pu être emporté. Le pont couvert de l'Anse-Saint-Jean aurait pu être emporté. Les roulottes qui sont au camping, les bateaux qui sont à la marina du camping. Toutes les maisons autour du lac, il y en a beaucoup. Peut-être que ça serait arrivé. T'sais. Alors, c'est pour ça que je vous ai amené ici pour faire l'entrevue, pour vous montrer que l'ampleur de la situation aurait pu arriver ici. Mais évidemment, il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de barrage hydroélectrique sur nos lacs, donc c'est moins grave. Mais il y a eu quand même cette crue des eaux au printemps 2017 qui en avait surpris plusieurs. Alors, c'est pas impossible, éventuellement, pas une catastrophe semblable, mais on l'a vu en 2017. Donc, André Aymon, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Ça m'a fait plaisir. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia,
TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Nous sommes maintenant rendus à notre traditionnelle compétition, la guerre des poutres, où à chaque semaine, nous allons visiter une cantine matapédienne pour dévorer une bonne poutine pour finalement, à la fin de la saison, vous dévoiler qui est, selon la TVC, la meilleure poutine matapédienne. Cette semaine, on se retrouve à Sébec à la cantine Rendez-vous Voilette. Allons goûter. Allons-y. J'ai hâte. Non, Christo. Moi, je ne participerai pas à cet affront. Non. Si tu veux cochonner ta poutre, tu t'arranges tout seul. Pour ce qui est des ingrédients, les frites sont faites maison et sont cuites dans l'huile et le fromage est de chez Natrel. Je me retrouve aujourd'hui avec Isabelle et Patrick pour faire un débat sur les Jeux olympiques. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. J'aimerais savoir pourquoi vous vous qualifiez de passionné des Jeux olympiques. Je vais te laisser commencer. C'est pas compliqué, ça a commencé à mon plus jeune âge, à 8 ans, Jeux olympiques de Séoul, quand il y a eu l'histoire de Ben Johnson. Puis c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux Jeux olympiques. Après ça, ça a été en 92 avec Nicolas Gill au judo, qui est mon sport. Et depuis ce temps-là, j'ai pas raté beaucoup d'Olympiques. Moi, de mon côté, c'est vraiment mon plus vieux souvenir olympique, là, c'est vraiment Sylvie Fréchette, Annie Pelletier aussi, ça a vraiment été des athlètes qui m'ont inspirée. Moi aussi, je me suis dirigée vers un sport de piscine, pas nécessairement la nage synchro, puis le plongeon, mais l'eau m'a toujours attirée, puis ces femmes-là aussi m'ont beaucoup inspirée dans mon parcours sportif. Donc, depuis ce temps-là, écoute, moi, c'est une religion. Même mes enfants m'ont dit hier, maman, là, t'es tannante avec tes Jeux olympiques, on peut écouter d'autres choses, mais je note tout, je prévois mes finales, puis il faut que j'écoute tout ce qui se passe pendant les Olympiques. Puis en tant que passionné, est-ce que ça vous arrive des fois de vous coucher tard parce que vous voulez pas manquer quelque chose ou de vous lever vraiment tôt? Oui. Ah oui, vraiment. Ben, vas-y. Ça fait 2 nuits blanches en ligne que je fais. OK. Ben moi aussi, je me suis couchée vraiment tard, puis je me suis levée vraiment tôt, surtout pour Maude Charon là, Oui. de Sainte-Luce de Rimouski. J'avais prévu mon cadran, je voulais pas rater ça, je voulais voir ça en direct. Donc, oui, effectivement, ça occupe notre temps. Oui, c'est sûr, parce que vous, l'enregistrement, c'est pas... Non. C'est mieux en direct. Non, ça faut être en direct. L'émotion est pas pareille en direct. Ouais. C'est vraiment spécial de vivre ça en direct avec l'athlète. Puis de penser aussi aux familles qui sont là, qui Ouais. vivent ça en direct. Là. C'est comme si on le vivait avec l'athlète quand on le fait en direct. Les émotions qui viennent aussi. Mhm. C'est plus fort un peu. Ouais. Puis, quel sport principalement vous écoutez? Est-ce que vous les écoutez tous ou vous faites des choix? Parce qu'il y en a quand même plusieurs. Oui, moi, je fais des choix. Je dirais que c'est sûr que mon sport de prédilection pendant les Jeux d'été, c'est vraiment la natation. C'est mon sport principal aussi dans la vie de tous les jours. J'aime beaucoup le plongeon, j'aime beaucoup la nage synchronisée, mais là, je me suis beaucoup attachée à des athlètes aussi. J'ai suivi là, la série Rêve olympique. Fait que tout ça que j'ai vu pendant cette série-là, je veux les voir performer. Puis curieusement, je ne suis pas une fille de judo, mais cette année, le judo est particulièrement passionnant à suivre. On a vraiment des beaux athlètes, des belles histoires. Fait que c'est pas mal ce que j'ai suivi là, jusqu'à maintenant. Moi, de mon côté, ben, c'est sûr que c'est le judo, c'est Ouais. mon sport d'avance.
Par contre, j'aime ça de toucher à tous les sports. Tu sais, comme Isabelle elle disait, là, Maud Charon, j'ai pogné la finale en direct. Softball, parce que je me suis intéressé au baseball, au softball. Je fais beaucoup de ces sports-là. La piscine, ben, c'est toujours intéressant, autant les qualifications que les finales. Là, puis surtout que cette année, on a une équipe qui est assez forte aussi. Là. Ils ont déjà, je pense, 4 médailles. Là. Ouais. Puis, tu as parlé un peu que tu as suivi la série avant les Jeux olympiques. Oui. Donc, est-ce que pour ta part, tu suis les athlètes avant les Jeux olympiques, leur parcours, les tournois internationaux, exemple? Moins. J'aimerais ça les suivre plus, mais ça donne moins parce que l'hiver, je suis un petit peu plus occupé dans les coachings, ces choses-là. Mais j'ai quand même pris quelques émissions, mais pas autant que j'aurais voulu. Puis selon vous, les performances du Canada, est-ce que ça va aller en s'améliorant? Comment vous trouvez ça pour l'instant? Ben moi, honnêtement, incroyable. Personnellement, c'est de mes plus beaux Jeux olympiques pour plusieurs raisons. Jusqu'à maintenant, le tableau des médailles uniquement des femmes, ça m'inspire énormément parce qu'on sait que les femmes, par exemple, si je pense là, à la boxeuse Mandy Bujold, elle n'a pas pu au départ se qualifier pour les Jeux olympiques parce que elle venait d'accoucher d'un petit bébé. Finalement, elle s'est battue, réussi à aller aux Jeux olympiques. Il y a des femmes athlètes aussi qui se sont battues pour pouvoir amener leur bébé, pouvoir allaiter. Donc ça, ce côté-là de tout le développement, les Jeux olympiques à la base ont beaucoup été faits pour les hommes. Donc de voir que jusqu'à maintenant, le Canada se démarque avec ses femmes, moi, ça me rend extrêmement fière. Puis oui, il y a encore beaucoup de beaux athlètes à venir. Donc déjà, on a un beau tableau des médailles, à mon sens, à moi. Puis il en reste encore. Tu sais, si on pense à Laurence Vincent-Lapointe, qui a été reconnue, pas coupable au départ, oui. Dans le fond, on a trouvé du ligantrol là, dans son sang. Donc, elle n'était pas assurée d'aller aux Jeux olympiques. C'est un bel espoir de médaille. Elle a eu une histoire incroyable. Ça s'en vient, ses performances. Puis c'est encore un bel espoir de médaille. André de Grasse à l'athlétisme. Ça va être aussi très passionnant. Penny Oleksiak, qui devient une des femmes les plus médaillées de toute l'histoire des Jeux d'été, dans le fond, une médaillée canadienne. Puis il y a Megan Benfito, qui n'a pas accédé à la médaille en double, mais qui va probablement en individuel faire des belles performances. Fait que, tu sais, il y a vraiment des belles choses à venir, mais moi, ce que je retiens de ces Jeux-là, nos Canadiennes aussi, puis nos Canadiens qui n'ont pas pu nécessairement s'entraîner à fond avec la COVID-19. Tu sais, si on pense à Maud Charon, elle s'est entraînée dans son garage, elle a fini avec une médaille d'or au cou. C'est incroyable de voir à quel point nos Canadiennes, nos Canadiens sont résilients puis nous offrent des performances incroyables. Moi, je pense qu'il faut leur donner doublement le chapeau parce qu'avec la dernière année qu'on vient de passer, la plupart des compétiteurs, peu importe le sport, quand ils voulaient aller faire une compétition à l'extérieur du Canada, il fallait qu'ils prévoient leur quarantaine en revenant. Fait qu'ils perdaient encore là 2 semaines d'entraînement à chaque fois. Fait que sur un cycle olympique, là, ça peut devenir difficile de faire des compétitions et de se garder au même niveau que les autres. Tout à fait. Déjà 9 médailles, là, c'est beaucoup. Puis, où est-ce que vous trouvez qu'ils performent le plus? Est-ce qu'il y a une catégorie que vous pensez que les Canadiens vont avoir plus de médailles, par exemple? Bien, à la natation, moi, je pense que notre équipe est extrêmement forte. On a parlé de Penny Oleksiak, mais tu sais, incroyable, là, dans le fond, McIntosh, qui a seulement 14 ans, tu sais, qui performe déjà bien. Donc, l'équipe nationale de natation est vraiment très forte. Je pense qu'on va encore voir des belles médailles, là. Il y a un autre relais qui s'en vient. Moi, je pense que nos Canadiennes vont aller décrocher une médaille. Mais c'est ça, en tout cas, moi, ces jeux-là sont vraiment passionnants. Puis on n'en a pas parlé beaucoup, mais des nouveaux sports aussi qui sont le fun. Moi, ça, je trouve ça toujours le fun, comme Annie Gouglia au skateboard, qui n'était pas supposée d'être aux Jeux olympiques. On l'a vu performer, pas nécessairement de médaille, mais quand même un beau sourire, contente d'être là, de vivre les Jeux olympiques. Ça aussi, c'est des belles histoires. Ça finit pas nécessairement avec une médaille, mais c'est beau de voir ces athlètes-là profiter des Jeux olympiques. Il va y avoir de l'escalade sportive aussi. Donc, vraiment, plein de belles choses à regarder, inspirantes pour nos jeunes aussi, je trouve. Oui, c'est ça. Il y a aussi le karaté qu'on peut rajouter. J'ai hâte de voir l'escalade, comment ça va se passer, parce que ça m'a de l'air, j'ai vu quelques compétitions, ça m'a de l'air assez rapide. Fait que j'ai l'impression que ça va être très intéressant.
Oui. C'est nouveau aussi, le monde regarde peu de compétitions, si on peut dire ça, d'escalade. Fait que c'est Non. sûr, ça va attirer l'œil un peu pour l'aspect nouveauté. Oui, puis je trouve ça bien que le comité olympique essaie de se renouveler. Tu sais, Oui. ils l'ont expliqué, c'est vraiment, ils regardent un peu les tendances, ce que les gens veulent pas, ils veulent avoir des codes d'écoute, ils veulent que les gens regardent. Fait que, tu sais, oui, il y a des sports de prédilection, mais le fait d'amener des nouveaux sports pour inspirer toute une génération. Tantôt, on parlait de la natation, du judo. Tu sais, moi, je pense que dans la prochaine année, on va voir les inscriptions au judo, les inscriptions à natation, surtout ici à Amkoui. On a une organisation Oui. de natation très dynamique. Ça va grimper, donc c'est bon pour ces organisations-là d'avoir les Jeux olympiques juste avant l'été, juste avant les inscriptions. Puis, on espère toujours que ces jeunes-là vont se développer, mais du talent incroyable au Canada, moi, j'en reviens pas. Comment trouvez-vous les Jeux olympiques sans spectateurs? Il n'y en a pas autant que les années précédentes. Ça fait bizarre. Ouais, Ça hein? fait bizarre. Il me semble on perd un peu de l'essence des Jeux. Par contre, je trouve que les athlètes, ils se donnent à fond quand même. Même s'il n'y a pas de spectateurs, je trouve qu'ils connaissent l'enjeu. Ouais. Puis je vois pas moins d'efforts là, par rapport à ça. Au plongeon, Mélissa Citrini-Beaulieu en a parlé. C'est une Ouais. des questions là, que Roselyne Fillon lui a demandé. Comment tu trouves ça? C'est sûr que les athlètes, que c'est leurs premiers Jeux olympiques, qui n'ont pas connu autre chose. Donc, pour eux, je me pêche, je suis aux Jeux olympiques. Tu sais, c'est vraiment déjà le rêve. Mais c'est vrai que pour ceux qui sont habitués d'aller aux Jeux olympiques, la foule manque. Là. Ouais. Puis je voyais aussi qu'il y a quand même une certaine recrudescence de cas là, à Tokyo. Donc, il va falloir que quand même les gens fassent attention. Les gens disaient, bien, restez à la maison, écoutez les Jeux à la maison, parce que c'est sûr qu'il y a des curieux, veut pas. Ouais. Il y a quand même des grosses barrières. On voyait au surf aussi là, que c'est assez barricadé pour pas que les gens puissent s'approcher. Mais c'est sûr que c'est les Jeux olympiques, puis les gens veulent voir qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est ça. C'est spécial, mais en même temps, pour ceux que c'est leur premier jeu, je pense que juste d'être là, sont bien contents. Puis, qu'avez-vous pensé de la Russie? Ils ont fait un petit tour de passe-passe, ceux qui avaient été exclus des Jeux olympiques. Ils ont fait un comité qui s'appelle ROC pour pouvoir amener des athlètes. Selon vous, est-ce que c'est correct de faire ça? Bien, en fait, c'est peut-être plus une façon de ne pas pénaliser les athlètes qui étaient clean. Ouais. Ces gens-là travaillent quand même aussi fort que les autres. Ouais. Puis le comité olympique, mais ça reste que c'est un peu l'acceptation aussi. Tu sais, ils essaient d'être à l'avant-garde là, de l'acceptation des guerres, tout ça. Ils essaient de regrouper tout le monde. Je pense que c'est une façon aussi de garder l'esprit des Jeux. Puis de faire un compromis peut-être aussi? Oui, c'est ça. Puis je suis d'accord avec Patrick, tu sais, de pénaliser des athlètes. Souvent, ce qui est triste dans certains pays, c'est vraiment toute l'organisation autour. Des fois, c'est l'organisation sportive qui est un peu gangrénée. Puis, tu sais, je vous ai parlé tantôt des femmes, mais il y a eu beaucoup de révolutions au cours des années par rapport au dopage, par rapport aux règles. C'est bien qu'on avance, qu'on remette en question des choses pour que des belles histoires puissent briller, les athlètes puissent briller, parce que dans le fond, eux autres, les athlètes, ils travaillent fort. Donc, des fois, c'est toute l'organisation autour qui est peut-être à revoir, à repenser pour permettre à ces athlètes-là de briller, puis dans le fond, d'enlever ce qui est plus négatif là, autour des Jeux olympiques. Dans le fond, si je peux rajouter, il y a aussi une délégation d'athlètes réfugiés pour différents pays, soit qui n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir une équipe, ou soit que c'est des pays qui sont en guerre, puis que les athlètes, bien, ça leur permet de participer aux Jeux quand même. C'est bien ça. Puis j'aimerais rajouter aussi, moi, ça, là, c'est ce que j'aime le plus des Jeux olympiques. Tu sais, nous, au Canada, on est chanceux, on a une belle qualité de vie. On a des athlètes qui vont aux Olympiques, pour eux autres, c'est leur vie qui joue, là, tu sais. Ils sont dans des pays où gagner une médaille olympique, ça peut changer complètement leur vie. Si je pense à la piscine, au nageur tunisien Ahmed Afnaoui, il a gagné l'or aux 400 mètres libres. Il était dans le couloir complètement au bout. Ça veut dire qu'il n'était pas du tout pressenti pour une médaille. Il est allé chercher l'or. La réaction de son entraîneur et sa réaction à lui, ça venait de complètement changer sa vie parce que dans son pays, ça va vraiment pour lui assurer peut-être des commanditaires, du travail, tout ça. Fait que
ces athlètes-là qui arrivent là, des pays moins bien nantis, puis qui font une performance, puis qui viennent changer leur vie, c'est pas la même game, puis c'est impressionnant de voir ça. C'est quelque chose. Oui, ouais, c'est comme les Philippines aussi n'avaient pas gagné de médaille depuis vraiment longtemps. Puis là, en haltérophilie, la réaction, je l'ai vue, je l'ai pas écoutée en direct, là, mais c'était magique. Moi-même, j'avais les frissons, puis c'était pas mon pays, puis c'était autant extraordinaire là, de voir l'athlète. Oui. Puis on a à l'opposé des athlètes comme Simone Biles qui a annoncé ce matin qu'il se retirait complètement pour sa santé mentale, qui est dans le fond très bien entourée, qui est une grande championne, une grande médaillée, je pense 25 médailles jusqu'à maintenant, mais trop de pression, trop les yeux tournés vers elle, plus capable de prendre la pression. Moi, j'admire quand même le geste qu'elle a fait de dire là, je m'occupe de ma santé mentale parce que c'est quand même assez tabou le sujet de la santé mentale, surtout auprès des athlètes. Mais c'est quelqu'un qu'on voyait sur le podium. Puis là, dans ces jours-ci, ça ne marche pas. Tu sais, c'est ça aussi les Jeux olympiques. Tu arrives, quelqu'un peut être blessé, tout se joue là. Tu t'entraînes pendant 4-5 ans et c'est là que ça se passe. Fait que si là, tu ne performes pas ou ça ne marche pas, ben just too bad, c'est terminé. Fait que tout peut se passer aux Jeux olympiques, finalement. Là. C'est beaucoup, beaucoup de résilience pour arriver à la dernière minute comme ça et dire non, là je peux plus, il faut que je laisse ça. Malgré autant d'efforts, d'être capable de, comment dire, de tirer la plug d'un coup comme ça, il faut être fait fort. Tantôt, on parlait que les Jeux olympiques essaient de rejoindre le plus de monde possible. En ce moment, on parle beaucoup des e-games qui pourraient devenir un sport olympique, ce qui est un peu les jeux vidéo, si vous n'êtes pas familier avec ça. Qu'en pensez-vous? Ben, tu sais, c'est sûr que c'est touché, hein? C'est touché. Je suis allée voir le film Space Jam pendant les vacances avec les enfants, puis c'est un petit peu ce qui se passe pendant Space Jam. LeBron James, qui est un grand basketballeur, aspire à ce que son gars devienne aussi un grand athlète, puis il se rend compte que son gars, dans le fond, c'est les jeux vidéo qui l'intéressent, mais qui est excellent là-dedans. Puis ça finit, je ne veux pas vous dire la fin, mais en tout cas, ça finit qu'on encourage le jeune dans sa passion. Tu sais, ça fait partie maintenant de nos vies. Je pense qu'on a aussi des grands talents, puis le Québec se positionne bien pour la production de jeux vidéo, puis on a quand même des bons gamers là, au Québec. Fait que je pense qu'on ne peut pas mettre ça de côté, faire comme si ça n'existait pas. C'est sûr et certain que ça va inspirer des jeunes. Donc, moi, je fais la tournée des écoles, puis je vois les jeunes, ils veulent tous devenir gamers professionnels ou YouTubers. Ça fait partie de leur vie, mais c'est sûr qu'on connaît aussi les effets néfastes de trop jouer sur sa console. Fait que les parents ont un rôle à jouer. Je pense qu'il faut que ça soit présent parce qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, mais ça va prendre un équilibre dans tout ça parce que au point de vue physique, c'est sûr que les bienfaits ne sont pas les mêmes que de faire du judo ou de la natation le soir. Là. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'on n'est peut-être juste pas rendu là encore pour les Jeux olympiques. Ça se développe tranquillement. Ça gagne à être connu, mais pas encore rendu là, je dirais. Il y a encore d'autres sports qui poussent depuis plusieurs années. Oui, c'est vrai. Ouais. Puis, parlant de nouveaux sports, est-ce qu'il y a un sport en particulier qu'il n'y a pas aux Jeux olympiques que vous aimeriez peut-être voir, que vous trouviez pertinent d'avoir? C'est une bonne question. Je vais te laisser répondre pour y penser. Écoute, à froid comme ça, je dirais que c'est pas développé encore beaucoup, mais le spikeball, ça peut s'en venir. C'est le même que j'avais dans la tête. Si vous ne l'auriez pas dit, je pense que je l'aurais nommé parce que c'est quand même un sport intense. Il peut avoir des jeux spectaculaires. Personnellement, je suis une amateur dans ce jeu-là, donc j'imagine pas les professionnels ça peut être très impressionnant à voir. Là. Bien, moi, je vous dirais que de mon côté, je suis très partagée. Tu sais, quand je disais que je me couche tard puis j'écoute beaucoup la télé, c'est les CrossFit Games présentement aussi qui sont diffusés en direct là, sur YouTube.
moi, c'est sûr que le CrossFit, c'est un sport que j'adore. C'est aussi un sport où les athlètes sont les plus polyvalents, les plus complets dans plusieurs disciplines. Donc, une épreuve de CrossFit aux Jeux olympiques pourrait vraiment être intéressant à regarder pour monsieur, madame, tout le monde. Puis, c'est ça se déroule présentement. Puis, il y a vraiment des beaux athlètes complets. On a des Canadiens aussi qui se positionnent bien au CrossFit. Fait que ça pourrait être un sport intéressant là, pour les Jeux olympiques. C'est de plus en plus populaire, Oui. le CrossFit. Il y en Aussi. a partout. Ouais. Partout, ça se développe. Pourquoi pas? Oui. C'est vrai. Puis finalement, j'aimerais savoir, avez-vous des prédictions, des prédictions, combien le Canada va finir avec les médailles, qui va gagner d'autres médailles d'or sur des athlètes? Ben moi, en termes de chiffres, je me prononcerai pas, mais tu sais, je vous ai nommé tantôt ce que moi, je vais surveiller. J'aimerais beaucoup que Laurence Vincent Lapointe revienne avec une médaille d'or. Elle le dit, elle s'en va marquer l'histoire. Si elle avait pas pu être au jeu, dans le fond, il aurait manqué la meilleure au monde. C'est la meilleure au monde. Pour ceux qui connaissent pas ces C'est le athlètes-là, canot. C'est le canot, oui, tout à fait. Fait que en canot. Puis je pense que son épreuve aussi, c'est une première, là, que ce soit aux Olympiques. Donc, Laurence, moi, je la vois avec une médaille. André de Grasse, c'est sûr et certain que moi, je le vois avec une médaille aussi. Penny Oleksiak, je l'ai dit tantôt, il reste des relais, il reste des courses. Il y a d'autres médailles à venir. Puis, je me croise les doigts pour Megan Benfito en individuel. J'aimerais beaucoup qu'elle puisse, après tout ce qu'elle a vécu cette année, incendie de son condo, tout ça, qu'elle puisse ramener une médaille. Ça serait un beau baume là, sur toutes ces épreuves. Ouais. Moi, c'est un peu les mêmes qu'Isabelle a dit. Évidemment, je vais parler de Shadi El Nahas au judo. C'est un gars que ça fait pas tellement longtemps qu'il est là, mais dans les derniers mois, il y a eu des belles performances, des médailles d'or au niveau international, des médailles d'argent, des médailles de bronze. Pas nécessairement le favori, mais il pourrait surprendre. OK, c'est intéressant. Hey, moi, j'ai une question. Est-ce que parmi les athlètes en judo qui sont aux Jeux olympiques, il y en a qui sont venus au championnat à Amqui, parce qu'on a quand même eu un championnat de judo. Je me posais cette question-là, si on avait pu voir performer certains de ces athlètes-là. Non. Non? OK. Malheureusement, non. Par contre, il y a eu d'autres athlètes olympiques qui étaient présents. OK, oui, parce qu'on voyait quand même des maillots Canada, tout ça, fait qu'il y avait des grands athlètes. Ouais. Mais merci beaucoup pour ce petit débat bien sympathique. Oui, merci. Puis on souhaite une belle fin des Jeux olympiques. Merci. Présentement avec Annie Soleil. Bonjour Annie Soleil, ça va bien? Oui, ça va bien, merci Raphaël. Ça va super bien. Donc aujourd'hui, tu es de retour dans la région. Oui. Pour un court laps de temps. Oui, pour un petit 10 jours. Ah, là. OK, 10 jours quand même. Puis quels sont tes projets pour tes 10 jours dans la vallée? Mais écoute, moi, je travaille beaucoup. Ouais. J'ai cette chance-là de pouvoir gagner ma vie à faire ce que j'aime, comme toi. Puis là, on dirait que je viens de réaliser que mon corps est fatigué. Tu sais, quand l'adrénaline tombe, là, quand tu as quelques jours de vacances, là, moi, l'adrénaline vient de tomber. Fait que je m'endors partout. Je m'endors en plein milieu de l'après-midi, je m'endors le soir, je m'endors tout le temps. Puis c'est drôle parce que j'arrête pas de me vanter de ne pas avoir besoin de beaucoup de sommeil, mais là, je te dirais que l'adrénaline, justement, vient de tomber dans mes vacances. Puis là, je fais beaucoup de siestes. Mais c'est bon, ça. On prend des marches avec notre petit chien René, Pascal puis moi, puis je mange ben de la crème glacée puis du chocolat. C'est ça, mes vacances. As-tu goûté à la crème glacée Amqui? Oui. Oui, OK, parce que selon moi, c'est la meilleure dans toutes les crémoles que j'ai goûtées. Ouais. Elle, Amqui serait la meilleure, mais est-ce que mon avis est bien personnel? Oui. Ah, on va accueillir maintenant Pascal Bérubé qui vient nous rejoindre. Mets-toi de l'autre bord. Avez-vous commencé à... Oui, on a commencé, mais on t'invite à... Oui. Donc, on a parlé qu'Annie Soleil était là pour 10 jours, puis j'ai demandé quels étaient ses projets à elle. Beaucoup de siestes, toi, pour ta part. Ben, je sais que tu n'as pas besoin de beaucoup de sommeil. Je l'observe pendant ces siestes.
Et puis, bien, évidemment, ça se passe beaucoup dans la région. Là. Je suis en habit, donc je suis encore habillé en député. Là. Il faut que je participe à certaines activités. Hey, ça, c'est drôle. Des fois, là, il est en jean puis en T-shirt. Puis là, il me dit, il faut qu'on aille à telle activité. Attends, je vais mettre mon costume de député. Ouais. Ça, c'est le costume de Je député. m'habille en député. Là, les gens ne peuvent pas voir que l'animatrice et l'interviewé portent à peu près le même vêtement. Donc, il y a une complicité vestimentaire. Ouais. Nous autres aussi, on a mis notre costume pour Oui. sortir. On a mis nos costumes d'animatrice. Mais, mais ça pose la question de comment on est habillé. Parce que, historiquement, les députés, c'est en cravate et tout ça. Il y a un côté un peu plus austère. Quand je suis arrivé député dans la Matapédia, j'étais un des plus jeunes dans l'histoire. Donc, un peu plus décontracté. Mais là, on accueille un ministre. Alors, on va faire ça correctement. Mais le ministre, il est plus jeune que moi. Non, c'est ça, t'es plus d'un plus jeune. Oui, c'est ça. Lui, il est plus jeune. Mais l'idée, c'est de rester jeune et de penser aux jeunes. Puis aujourd'hui, ce qu'on fait, on annonce quelque chose pour les enfants. Alors, ça fait plaisir. Puis cet été, on se promène sur les routes. Il y en a beaucoup dans le comté. Puis parfois, on amène notre petit René, petit chien dont j'ai parlé dans une entrevue précédente. Puis là, je me demandais comment ça se passe, là, la mêlée politique, relations à distance. Toi aussi, tu as plein de projets. Je vais écouter pour voir si on a la même version. Ouais. Bien, ça va très bien parce que, tu sais, Pascal, lui, c'est lui l'élu. Hein. C'est lui qui siège à l'Assemblée nationale, qui représente les citoyens du comté ici. Puis, moi, ben c'est un univers qui est tout autre. Tu sais, moi, je fais de la télé, je fais de la radio. Puis, en même temps, ben je te dirais qu'il y a des similarités où, là, tu vois, je viens de faire un documentaire sur le sort qu'on réserve aux personnes âgées chez nous au Québec. Donc, là, c'est sûr qu'il y a une connotation politique dans ça. Puis, je suis quelqu'un qui a toujours été très engagé socialement. Je viens d'une famille très politisée aussi. Mais moi, mon côté, habituellement, c'est plus les paillettes puis le divertissement. Pascal, lui, il est là pour répondre aux citoyens. Il est là pour aider les gens qui en ont besoin. Puis moi, ben, quand il y a une cause qui me touche, ben, je suis capable de la porter dans tout mon cœur puis à bout de bras aussi, mais d'une façon différente. Lui, par exemple, les sujets qui nous interpellent, il peut les amener à l'Assemblée nationale devant ses collègues. Puis moi, ben, je peux en faire un documentaire. En parler au public. Mais correction, elle dit que c'est moi l'élu. C'est faux, parce qu'elle est aussi l'élu. C'est l'élu de mon cœur. Oh! C'est un poète! C'est un poète! Ben oui, c'est une élue. Ben pour moi, voyons! c'est une élue. C'est fin, ça. C'est ça, t'es capté, ça? Ben oui. Tu l'as-tu payé avant? Non, ou... non. Pas besoin de faire ça. Pas besoin de faire ça. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on me demande des nouvelles d'Annie Soleil avant de m'en demander. Ça me fait plaisir. Et ce que je fais souvent, peut-être que les gens vont être surpris, c'est que ce que vous venez de me dire de bien sur Annie Soleil, dans la rangée de l'épicerie, pouvez-vous me le répéter et je le filme et je lui envoie? Oui, on fait ça. Wow. Je fais tout le temps ça. Ben, tu sais, quand on est à distance, Ben oui. il faut qu'on ait constamment des petites attentions un pour l'autre parce qu'il faut qu'on garde le contact constant puis qu'on se sente proche puis que le lien reste vrai. Fait que Pascal, il fait ça beaucoup. S'il croise quelqu'un qui parle de moi, ben, il filme la personne puis il me le texte, la vidéo. Puis moi, je fais la même chose. Tu sais, disons, je me promène quelque part, puis quelqu'un me dit « Hey, tu diras à ton chum qu'il est donc bien bon, puis c'est le meilleur, puis c'est lui qu'on veut, là. C'est lui qu'on veut. » Puis dans tel poste. Alors, je filme ces gens-là, puis je lui envoie les vidéos aussi, comme ça. Ben, tu sais, ça lui fait plaisir, puis moi aussi. C'est ça, il faut trouver des petites attentions pour justement garder cette flamme-là. Donc, si c'est ça la vôtre, je trouve que c'est une super idée. Puis la politique, c'est un milieu qui est pas sain. Heureusement, puis je le disais tantôt, dans la Matapédia, j'ai un accueil fantastique. D'ailleurs, c'est ici là, que l'appui était le plus fort. Donc, les gens sont gentils. Et c'est important parce que si j'étais dans une autre situation, je trouverais ça plus difficile qu'Annie Soleil vive ça. C'est-à-dire des critiques et puis des choses moins agréables. Mais je vis pas ça. Je suis chanceux. Ça va faire 9 ans cet automne que je suis député de la Matapédia. Et ce n'est qu'une belle relation depuis le début. Partout où on va, on est bien accueillis. Les gens accueillent bien Annie Soleil aussi. Puis ils la suivent. Et ils me disent tout le temps, j'ai écouté son documentaire, je l'ai vu à la télévision, elle a dit quelque chose que je trouvais intéressant. Donc, on fait équipe d'une certaine façon là-dessus. Mais c'est super pour vrai. Puis nous aussi, on aime toujours vous recevoir en entrevue. Je tiens à vous remercier pour cette entrevue de dernière minute un peu. Puis j'ai un élément à ajouter. Oui, vas-y. Amqui, c'est un lieu important parce que on a assisté, à un moment donné, à la fête de l'amour. Oui. Savez-vous c'est quoi, la fête de l'amour? Alors, à l'église d'Amqui, dans la paroisse, il y a le bâtiment en arrière où ils font des activités. Puis quand c'est, mettons, 30 ans de mariage, 35 ans, 40, 45, en montant, là, ça va jusqu'à haut, ils accueillent les couples. Puis ils appellent ça la fête de l'amour.
Et là, il y avait le couple de doyens qui était là. Oui. Puis là, on pose la question, c'est quoi votre secret, tout ça? Et c'est quoi le secret de ce couple? Hey, écoute, ces gens-là, il y avait peut-être, je sais pas, 92 puis 95 ans, puis ça faisait plus de 70 ans qu'ils étaient ensemble. Puis justement, on a demandé, mais comment on fait pour rester amoureux après 70 ans? Puis ça paraissait qu'ils s'aimaient, là, tu sais, ils se tenaient la main, puis... Il y avait un tu conseil. voyais qu'ils s'aimaient. Puis le monsieur m'a dit, on se couche jamais sur une chicane, on se donne toujours un bec avant de s'endormir, puis on se dit qu'on s'aime. Fait que depuis ce jour-là, on fait exactement ça. On se donne un bec avant de se coucher, puis on se dit qu'on s'aime. Monsieur est décédé il y a quelques mois, puis sa fille, je crois, m'a rappelé ça. Oui. Alors, on se souvient de ça, on est passé devant l'église tantôt, puis on s'est rappelé la fête de l'amour. Pas beau, ça, comme activité à Amqui? J'avais jamais entendu parler de ça, puis je Faut viens couvrir d'ici, ça. ouais. La fête de l'amour. À la paroisse Saint-Benoît-l'Arbre. Là, je me retourne vers mon conseiller policier. C'est bien ça? Saint-Benoît-l'Arbre, la fête de l'amour. Puis ils font ça à chaque année. Alors, c'est un bel événement. Je pense que je vois la directrice du CPE, je pense qu'elle connaît cette tradition-là, fête de l'amour. Voilà. Alors, quand ça fera un chiffron, vous me le direz, là, j'irai saluer ça. Puis une autre question qui m'est venue en tête Oui. pendant que vous parliez de ça, comment vous êtes rencontrés, en fait? Oh! C'est des amis qui nous ont présenté. Ok. Une amie en particulier. Quand Pascal était ministre du Tourisme, il gérait des choses avec un ami à moi qui est au Grand Prix, qui dirige le Grand Prix Le de Trois-Rivières, qui est aussi le chum de mon ami. Ok. Et c'est comme ça que ce couple-là s'est dit « Hey, tiens, on devrait les présenter ». Parce que moi, j'arrêtais pas de dire « Hey, moi, je peux pas avoir un chum qui veut être 24 heures, 7 jours, puis qui m'attend 5 heures pour que je fasse à souper, ça marche pas, ça marche pas. » Fait que lui, comme il négociait beaucoup avec Pascal, il s'est dit « Ben, tiens, on devrait les présenter, Voilà, ces deux-là, ça va deux marcher. » personnes intéressantes, puis là, ça a fonctionné. Alors, on leur doit ça. Wow. Dominique et Pascal, qui Oui, s'appellent. Pascal. Dominique étant l'homme, Pascal étant la fille, des grands amis, d'Anne Soleil et de moi aussi. Alors, c'est Oui. ça. Puis ça a été annoncé la première fois officiellement à la radio, à Rythme FM à Montréal. Puis là, j'étais là pour les funérailles de M. Parizeau, je pense, à l'époque. Et puis là, ça a l'air qu'il faut annoncer ça, là, publiquement. Puis là, Mais c'était non, mais dans- écoute, j'animais à la radio tous les matins. Je me levais à 3 heures du matin pour aller faire ça. Puis là, toute mon équipe voyait bien qu'à 3 heures du matin, j'arrivais avec un gars. Tout le temps le Fait même. que, tu sais, quand t'arrives Toujours le avec même. un gars à 3 heures du matin, tout le temps le même, là, il y a quelqu'un qui l'a dit en ondes. Puis avec raison. Là, parce que... confirmer la nouvelle. Oui, Puis là, c'est ça. bon, c'était dit. Fait que c'est ça, l'histoire. Mais c'est vrai qu'on nous pose la question. Donc, voilà, pour le bénéfice de ceux que ça intéresse, c'est comme ça que c'est arrivé. Voilà, merci beaucoup. Puis bon été à toute l'équipe de la TVC, Ben, merci. puis les gens de la Matapédia qui sont fidèles à leur télé communautaire Oui. depuis longtemps. Ben, bon été à vous. Salutations Merci. à René, toujours. Oui, J'ai bien hâte de le rencontrer. Si vous le croisez, J'en entends parler, mais il est très- il je est sais très pas c'est qui populaire. encore. Ah oui, c'est une petite mascotte. très populaire. Il fait la campagne électorale. Ouais, ouais, il m'a Pascal. Il a suivi, son ouais. macaron, Bérubé, mon député. Il y a son foulard du Québec. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci Au revoir. beaucoup Bon à été. vous. Bye. Nous sommes rendus au segment « Quoi faire en fin de semaine ». Cette semaine, à l'émission, on s'en va faire de l'équitation au ranch d'Amélie qui est situé à Amqui. Faut savoir que Raph, chez eux, elle a des chevaux. Ouais. Moi, la dernière fois que j'ai vu un cheval, je devais avoir 4-5 ans. Donc, ça va être très prometteur. Elle a un avantage. Ça, c'est clair. Mais ça risque d'être vraiment le fun. Oui. Allons-y.
On a du fun, hein? Hein, on a du fun? Ah, ils vont repartir, alors on repart. Au pas. Au pas? Et bon. C'est déjà la fin de notre émission. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Si vous l'avez aimé, sachez qu'elle est disponible en intégrale et par segment sur notre chaîne YouTube. Bonne semaine tout le monde, à vendredi prochain.